Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Mémorial de la Shoah. Dans quelques jours, le 16 juillet prochain, nous allons commémorer le 83e anniversaire de la rafle du Veldiv qui s'est déroulée les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Rappelons que cette rafle est la plus grande opération d'arrestation de juifs en Europe de l'Ouest et qu'elle a la particularité d'avoir été effectuée exclusivement par des policiers français. En cette année 2025, la commémoration de cet événement coïncide avec un autre anniversaire important, les 30 ans du discours de Jacques Chirac prononcé le 16 juillet 1995. Alors, ce discours marque un tournant fondamental et décisif dans l'histoire de la mémoire de la Shoah en France. Pour la première fois, un président de la République reconnaissait la responsabilité de l'État français dans les persécutions et la déportation des Juifs de France. Et cette prise de parole va avoir un véritable impact dans le sillage de ce discours. Des mesures et des commissions vont être mises en place, mises en œuvre pour faire la lumière et tenter de réparer les injustices et les crimes commis durant la collaboration. Alors, pour discuter des tenants et aboutissants de ce discours et de ce changement de paradigme mémoriel, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Sébastien Ledoux pour son ouvrage « Vichy était-il la France ?» Le Veldiv et sa mémoire, paru récemment dans la nouvelle collection Memento des éditions de Jean-Claude Lattès, et notre cher collègue Hubert Struck, responsable du service pédagogique du Mémorial et par ailleurs historien, pour son livre Veldiv, Histoire et portée d'un discours, également publié récemment aux éditions Hermann. Donc Hubert, merci beaucoup d'être parmi nous depuis Toulouse en visioconférence. Et pour animer cette rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Aïda Ndiaye. Aïda est philosophe, enseignante et productrice radio. Et je vous informe en avant-première qu'elle prépare actuellement une série sur France Culture, Avoir raison avec, et ce sera avec Bell Hooks. Et ça sera disponible à partir de la mi-août sur France Culture et évidemment sur la plateforme. Donc Aïda, je vais te passer la parole. À l'issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités et de vous procurer les deux livres et de les faire signer par Sébastien. Parce qu'Hubert, ça va être compliqué. Donc voilà, bonne soirée. Merci Julie pour cette introduction. Bonsoir à toutes et tous. Donc on va en effet discuter pendant, disons, une petite heure avec Sébastien et Hubert du discours, de ce qui a pu le précéder en termes de politique et de mémoire militante, et puis aussi de l'impact qu'il a eu. Et ensuite, on aura en effet un petit moment d'échange si vous le souhaitez. Avant de commencer cette discussion, on a prévu de vous montrer un extrait du discours. En fait, il se trouve que ce discours n'a pas été filmé dans son intégralité. On dispose néanmoins, grâce à Julie, grâce au Mémorial, d'un extrait qui a été filmé par Marcel Appeleuil, j'espère que je n'écorche pas son nom, ancien enfant caché, militant très actif et qui a donc justement transmis ces documents au Mémorial de la Shoah. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez l'extrait qui a été diffusé au journal télévisé du discours, l'extrait filmé, mais pas l'intégralité. Donc là, ce n'est pas l'intégralité du discours, mais une partie, le début. Vous pouvez trouver le discours, pour le coup, écrit dans les deux ouvrages de Sébastien Ledoux, donc celui-ci, et d'Hubert Struck, qui est celui-ci. Je vous propose donc qu'on regarde cet extrait, et ensuite on pourra lancer la discussion. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le maire de Paris, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le grand rabbin,
Monsieur le cardinal, monsieur le recteur de la mosquée de Paris, monsieur le pasteur, mesdames, messieurs. Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire la douleur de celles et de ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Il y a 53 ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de 10 000 hommes, femmes, enfants, juifs furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés dans les commissariats de police. On verra des scènes atroces, des familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les aînés, dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de l'État, de la préfecture de police. On verra aussi des policiers, c'est vrai, quelques-uns, fermer les yeux, permettant quelques évasions. Pour toutes ces personnes arrêtées, commence alors le long et douloureux voyage vers l'enfer. Combien d'entre elles reverront jamais leur foyer? Et combien, à cet instant, se sont sentis trahis? Quelle a été leur détresse? La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Occulter les heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté, de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures sans cesse à l'œuvre. Cet incessant combat, c'est le mien autant que c'est le vôtre. Les plus jeunes d'entre nous, et j'en suis heureux, sont sensibles à tout ce qui se rapporte à la Shoah. Ils veulent savoir. Et avec eux désormais, de plus en plus de Français décidés à regarder en face leur passé. La France, nous le savons tous, n'est pas un pays antisémite. En cet instant de recueillement et de souvenir, je voudrais pour ma part faire aussi le choix de l'espoir. Je veux me souvenir également que cet été 1942, qui révèle le vrai visage de la collaboration, dont le caractère raciste, après les lois anti-juives de 1940, ne fait plus de doute. Cet été sera aussi, pour beaucoup de nos concitoyens, de nos compatriotes, celui du sursaut, le point de départ d'un vaste mouvement de résistance. Je veux me souvenir aussi de toutes les familles juives traquées, soustraites
aux recherches impitoyables de l'occupant et de la milice par l'action héroïque et fraternelle. Alors, pour commencer, en fait, tout simplement, je vais vous demander à l'un et à l'autre ce que dit vraiment ce discours, puisqu'on a entendu cette formule qu'on retient souvent de l'irréparable. Oui, la folie nazie a été secondée par l'État français, mais il y a aussi toute la fin, en fait, qu'on a entendue ensuite. Donc, ce qu'il dit vraiment, et finalement, en quoi est-ce qu'il constitue une rupture? Je pense que bon, nous le savons pour la plupart d'entre nous, mais peut-être on peut revenir quand même rapidement sur cette dimension-là. Je commence par vous, Hubert, pour ne pas vous oublier, si ça vous va. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous et merci encore de cette invitation. Effectivement, donc et là où je vous rejoins, c'est que paradoxalement, on se concentre sur cette phrase la France ce jour-là accomplissait l'irréparable. Et évidemment, elle est essentielle. Il n'est pas question du tout de la remettre en cause ou de la minimiser, mais elle nous fait oublier toute la structure du texte. Et je pense que la structure du texte est fondamentale pour comprendre, et peut-être qu'on y reviendra, toute la position de Jacques Chirac par rapport à cette question. D'abord, il y a une très belle introduction, vous l'avez vu, hein, il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Et on sent que ce jour-là, Jacques Chirac va prononcer des mots pour réparer, on va dire, l'histoire et ses blessures de l'histoire. Et puis, on voit très bien qu'il y a dans le texte à la fois tout ce qui relève d'une France qui est une France sombre, une France de l'obscurité, et qu'on retrouve dans d'autres textes de Jacques Chirac écrits par Christine Amanel à ce sujet. Voilà, c'est la France de la collaboration, c'est l'État français qui a secondé l'entreprise génocidaire nazie. Et à côté de cela, il y a évidemment toute cette France des Lumières, cette France de la clarté, qui est celle, il le dit, hein, un mois avant, il dit un mois avant le Veldiv, il y avait Bir Hakeim, cette France gaulliste, cette France qui résiste, et puis évidemment, pour la première fois, cette France des justes parmi les nations, c'est-à-dire de celles et ceux qui, en conscience, ont décidé de venir en aide à des juifs qui étaient confrontés donc à ces persécutions. Et j'ajouterais peut-être repérer dans le texte à la fois comment dire ce souci que j'ai voulu étudier dans l'ouvrage, cet intérêt qu'il porte à l'histoire des vicissitudes des mondes juifs. Voilà, il y a une référence donc à l'Exode qui est faite. Il y a l'idée de la transmission concernant le peuple juif qui est indiquée. Ça me paraît important dans la pensée relative à ces sujets de Jacques Chirac. Et puis, il y a la question de la dénonciation à l'époque de l'antisémitisme de l'extrême droite, des fameuses formules bien connues de Jean-Marie Le Pen, une époque où le Front National est à 15%, voilà, aux élections présidentielles avec 3 municipalités remportées. Et puis, il y a une volonté de ne pas être un témoin passif de l'histoire, puisque au même moment, et on en parle beaucoup, hein, se jouent beaucoup de choses dans l'ex-Yougoslavie, notamment à Srebrenica. Oui, c'est la fin du discours, on y reviendra tout à l'heure. Je vous laisse d'abord, Sébastien, répondre à votre tour. Qu'est-ce qu'il dit, ce discours, et pourquoi est-ce que c'est une rupture? Bonsoir déjà, bonsoir à toutes et tous, et merci de votre présence et merci de cette invitation du Mémorial de la Shoah. Je dirais qu'en fait, ce discours, il est quelque part presque révolutionnaire. Il va trancher deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est Vichy. Donc il y a tout un débat pendant des décennies, alors qui ne font pas la une des journaux, mais des débats qui sont présents, pour savoir si Vichy a protégé les Juifs ou non. Et ce discours tranche cette question. Donc c'est le chef de l'État qui tranche cette question pour dire non, Vichy n'a pas protégé les Juifs, au contraire. Ce sont d'autres personnes qui ont protégé les Juifs, et donc il met en avant les justes. Donc c'est la deuxième partie du discours. Donc ça, c'est déjà effectivement un élément d'information qui est tiré des travaux historiques, donc il s'appuie sur les travaux des historiens, mais qui est extrêmement important. Et puis le deuxième aspect, qui est tout à fait subversif par rapport à la ligne politique qui existe depuis 1944, c'est
de considérer Vichy comme du côté de la France. Donc on a une thèse des deux France, avec ce discours de 95. D'une part, la France, qui est quand même représentée par Vichy persécuteur, et d'autre part, une autre France, celle de la résistance et celle des justes. Et c'est vraiment subversif parce qu'il faut évidemment avoir en tête que depuis 1944, la doxa, la doctrine officielle qui a été donc mise en place en 1944 par le chef du gouvernement provisoire qui est De Gaulle, mais qui est ensuite reprise par tous les présidents jusqu'à Mitterrand, c'est de considérer justement que Vichy n'est pas la France, n'est pas la République, et que c'est la résistance qui a assuré la continuité de la France et de la République. Donc effectivement, de considérer là, avec ce terme de la France, que la France a commis l'irréparable, oui, c'est du jamais vu, c'est inédit, et c'est tout à fait révolutionnaire depuis, donc, au regard de cette doctrine qui a été mise en place en 1944 et qui considère effectivement que la France n'a rien à voir. C'est ce que dit Mitterrand en 1992, quand on lui demande justement de se prononcer sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État français. La réponse de Mitterrand, mais De Gaulle aurait fait la même. La réponse de Mitterrand, c'est « mais ça n'a rien à voir avec la République ». Vichy n'a rien à voir avec la République, donc moi, je ne vais pas effectivement reconnaître quelque chose qui n'a pas été commis par la République. Donc la République est du côté de la résistance, etc. etc. Donc c'est important parce qu'effectivement, c'est aussi quelque part le fruit des travaux historiques, le fruit des travaux menés par les historiens, de montrer aussi que oui, il y a quand même une part française dans le gouvernement de Vichy. On ne peut pas extraire de tout l'appareil d'État qui vient de fonctionnaires de la Troisième République, on ne peut pas les extraire d'une certaine France. Donc ça se repose aussi sur des considérations scientifiques. Et on peut considérer alors que cette formulation dans le discours qui est assez frappante quand il dit oui. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. Ce oui, justement, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce que c'est une manière de répondre, par exemple, à Mitterrand? Est-ce que c'est une manière de trancher un débat qui a été tranché scientifiquement et de le trancher publiquement? Quel sens est-ce qu'on peut lui donner? Alors, effectivement, la formulation même du oui est une réponse qu'il souhaite définitive, et d'ailleurs on n'est pas revenu dessus depuis, officiellement en tout cas, de par les chefs d'État. Il apporte une réponse à une question qui est latente depuis plusieurs années. Là, on ouvre un peu le contexte un peu plus large, qui est latente depuis plusieurs années, avec, donc j'en ai parlé en 92, une demande de reconnaissance faite à Mitterrand par le comité du Veldiv 42. On est en juin donc 92, et donc c'est une question qui est effectivement latente, que Mitterrand a refusé finalement quelque part de trancher, et donc ce oui, c'est une réponse directe à un contexte qui, on va dire en tout cas, effectivement, apporte un certain trouble. On y reviendra peut-être, ou on le dit maintenant, je ne sais pas, amène un certain trouble, d'autant plus qu'on a appris à ce moment-là, donc en 95, on a appris par le livre de Pierre Péan, mais aussi par Serge Klarsfeld, à la fois le passé vichiste de Mitterrand, le fait qu'il honorait en fleurissant la tombe de Pétain depuis 86, donc tous les 11 novembre, finalement le maréchal Pétain, même si c'était le Pétain de la Première Guerre mondiale, mais ça a beaucoup choqué. Et ensuite son amitié avec Bousquet, donc qui est révélée là aussi. Et donc il y a un certain nombre de, moi ce que j'appelle des scandales mémoriels, un certain nombre d'objets de scandale qui sont là entre 92 et 94. Et je dirais que le discours de Chirac, il intervient aussi justement pour résoudre ces scandales mémoriels et pour y répondre. Alors effectivement, donc il y a tout un ensemble d'éléments de contexte, vous venez de le dire, politiques, juridiques, sociaux. Comment est-ce que tout ça, Hubert, je me tourne vers vous, crée précisément un moment favorable pour que ce discours puisse avoir lieu? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi, si je puis dire, cette année-là? Effectivement, en fait, il y a, je crois, une somme de raisons qui peuvent expliquer la prise de position
de Jacques Chirac et effectivement l'impact historique qu'elle a pu avoir. Moi, j'ai voulu dans l'ouvrage, parce que j'ai travaillé sur des archives de l'Élysée, donc le fonds Christine Albanel et le fonds Roch-Olivier Mestre, et c'est comme ça que j'ai démarré cette recherche et que j'ai développé mon intérêt pour le sujet, c'est me poser à partir de quel moment, en fait, il y a une demande de reconnaissance politique. Parce que jusque-là, la démarche, pour faire simple, de Serge Klarsfeld, c'est de juger les criminels nazis et leurs complices. Voilà. Ça, c'est le cœur de sa démarche, avec tout en étant donc historien et tout ce que l'on sait donc depuis notamment le mémorial de la déportation des Juifs de France en 1978. Et puis, en avril 92, il y a ce fameux arrêt Touvier, voilà, qui va susciter de l'émotion où finalement la Cour d'appel, la Chambre d'accusation dit qu'il n'y a pas d'hégémonie politique dominante au sein du régime de Vichy. Et là, on va voir des juristes, des historiens, des militants se mobiliser. 92, qui est aussi l'année où des militants associatifs comme les fils et filles déportés juifs de France ont mis en œuvre l'expo Le Temps des Rafles, qui justement met plutôt en avant cette question de la responsabilité de l'État français. Et donc on a comme ça une série d'événements qui vont aboutir dès le mois d'avril à la création du comité Veldiv 42 dont parlait Sébastien Ledoux. Et ce comité est très intéressant parce que on oublie que ça a été, je crois, une action forte de la société civile, cette revendication, et qui aboutit donc en juin 92 à une pétition dans le monde demandant cette reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Et à noter d'ailleurs qu'à ce moment-là, des historiens spécialistes de Vichy ne vont pas apporter leur signature pour différentes raisons, l'impasse sur l'épuration, l'impasse aussi sur le rôle des Français, ce que fait de manière, j'ai envie de dire, plus équilibrée le texte de Jacques Chirac. Et puis, il y a bien sûr ce qui se joue le 16 juillet 92, au moment où François Mitterrand, pour les raisons évoquées là aussi, est hué donc au Veldiv, où Robert Badinter prend la parole. Et on rentre dans une période alors, au-delà de toutes les polémiques mémorielles qui ont été aussi rappelées, on rentre dans une période où on essaie de trouver une réponse. Voilà. Donc on exclut l'idée que ce soit à la République de reconnaître, hein, ce qu'avait dit Jacques Chirac, pardon, général de Gaulle, donc en août 44, le régime de Vichy est nul et non avenu, donc il n'est pas question que la République reconnaisse. Donc François Mitterrand lance une commission qui va confier à Jean Le Garrec de travailler sur une formulation, et puis il coupe court à ces débats et il dit, bon, et voilà, en février 93, il y aura un décret et dorénavant une commémoration donc pour les crimes racistes et antisémites commis par l'autorité de fait dit gouvernement de l'État français. Donc, vous voyez, une formule assez alambiquée pour dire quelque chose, voilà, créer un monument à l'emplacement du square des Martyrs du Veldiv. Mais finalement, et certains d'ailleurs vont considérer, après les décisions de François Mitterrand, on a tendance à l'oublier, hein, que bon, ben, il y a eu une réponse. C'est-à-dire que dorénavant, il y a une commémoration en France, cette fois-ci organisée par l'État, en lien avec la rafle du Veldiv. Voilà. Et c'est effectivement avec l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac en mai 95, sachant aussi hein, que Jacques Chirac dit cette fameuse phrase qui a été rappelée ici, mais si on relit son discours de 86, au moment où il est Premier ministre et maire de Paris, vous avez toute la matrice du discours de 95, même si effectivement, dans le discours de 95, il va bien plus loin, il franchit, j'ai envie de dire, un cap, mais la structure globale du discours a été posée à ce moment-là. Et donc, c'est cette conjonction de société civile, d'avancée de l'historiographie, de l'arrivée d'un chef d'État qui avait 12 ans au moment de la guerre et qui n'a pas du tout le même parcours que le général de Gaulle ou Georges Pompidou ou François Mitterrand, qui, on va dire, favorise ce discours et ces mots très forts qui sont prononcés. Alors revenons justement peut-être sur la personnalité de Jacques Chirac, parce que vous avez dit c'est quand même une rupture avec la doctrine gaulliste. Il y a des enjeux aussi politiques très importants. Dans quelle mesure est-ce que ça tient précisément à la personne en fait de Jacques Chirac? On reviendra peut-être après d'ailleurs sur Christine Albanel qui a écrit le discours pour lui.
C'est à moi de répondre, là. Oui, c'était... Alors en fait, il y a plusieurs éléments. Peut-être que mon collègue en parlera mieux que moi sur la dimension je dirais, de proximité avec le monde juif, hein, puisque il le développe beaucoup dans son livre, donc je le laisserai évoquer cela. Mais donc moi, je dirais que depuis le début des années 1980, donc on revient un petit peu en arrière. Mais c'est différents contextes qui s'accumulent. C'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant à suivre, hein, ce discours du Veldiv. Début des années 80, moi, dans ce que j'ai pu justement repérer, c'est qu'on est à la fois après l'attentat de Copernic. Donc c'est un attentat antisémite, hein, lié au Proche-Orient. On est en 1980. Mais qui a des répercussions, qui crée quand même une onde de choc. Pas forcément dans la classe politique d'ailleurs, mais dans le monde juif, c'est très clair. Il y a une manifestation ensuite. Et Jacques Chirac est présent en 1982 à la rafle du Veldiv. Et cette rafle du Veldiv est désormais dans son agenda politique, si je puis dire, associée à la lutte contre l'antisémitisme. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important de saisir ça, c'est-à-dire que cette commémoration du Veldiv, elle se retraduit différemment selon les époques. Mais là, au début des années 80, elle est clairement associée à un antisémitisme meurtrier qui revient, qui fait son retour au cœur de Paris, en plein Paris, hein, dans la ville, donc Copernic, on est en plein Paris, au cœur de Paris. Et donc, avec ce retour-là, si vous voulez, c'est comme si cette question n'est plus de l'ordre du passé. Cette question de la rafle du Veldiv, en fait, quelque part, elle a des enjeux du présent. Elle charrie en fait des enjeux qui sont des enjeux du présent et qui sont liés aux politiques. Et donc, effectivement, Jacques Chirac, en 82, est présent. Il donc prononce ce discours ce qui a été dit tout à l'heure, en 1986, et là, enfin, encore une fois, je vais le rappeler encore une fois après mon collègue, mais c'est très important parce qu'il n'y a pas un inédit fantastique en 95. Bon, sauf qu'évidemment, il est président de la République. En 86, il est maire de Paris et Premier ministre. Mais quand même, il est chef de gouvernement. Et déjà, pour moi, ce discours de 86, c'est une bifurcation, c'est une inflexion du discours officiel de représentant de l'État. Il est chef de gouvernement, hein. Déjà, on est dans une inflexion considérable pour la reconnaissance des pages sombres de l'histoire, en résumé. Mais donc Jacques Chirac, dans sa personnalité même, dans son attachement au monde juif, dans son attachement à la lutte contre l'antisémitisme, il est effectivement porté à... et donc il y a une cohérence, hein, évidemment, hein, chez cet homme politique, il y a une grande cohérence. Il est vraiment porté à, disons, témoigner une solidarité mémorielle, hein, pas simplement au présent, mais aussi mémorielle par rapport à la Shoah. Et puis, le deuxième aspect que je vois majeur, c'est la lutte contre le Front National. Et ça aussi, ce sont des enjeux du présent. C'est-à-dire 83, première victoire du Front National dans des élections municipales, on est à Dreux. Et puis ensuite, rappelez-vous, hein, pour ceux qui étaient là, ces élections à la fois présidentielles et législatives, donc en 86, il y a des députés qui entrent à l'Assemblée nationale du Front National. En 88, c'est environ 14 ou 15%, il me semble, que fait Jean-Marie Le Pen. Enfin bref, etc., etc. Et là, il y a une politisation de la mémoire de la Shoah. C'est pour moi le tournant. C'est-à-dire autant la mémoire de la Shoah, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais je le dis tout de suite en résumé, est déjà présente dans la société française. Dans les années 70, on évoque cette question-là. Même avant, mais avant, elle est plutôt circonscrite au monde juif. Mais dans les années 70, elle est extrêmement présente. Elle devient très présente, cette mémoire. Mais à la fin des années 80, ce qui change, c'est la politisation de cette mémoire. C'est-à-dire que vous avez des hommes politiques, des acteurs politiques majeurs, mais vraiment majeurs à l'échelle nationale, qui se positionnent sur cette question de la mémoire de la Shoah, puisque Jean-Marie Le Pen et le Front National, eux, portent un discours plus ou moins négationniste. Donc on a effectivement le point de détail en 1987. Donc il y a tout ce courant négationniste qui existe et qui est porté par un parti politique, donc le parti d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen. Et ça, c'est fondamental dans la structuration aussi, dans la maturation du discours du Veldiv de Jacques Chirac. C'est-à-dire, oui, il va se positionner aussi contre le Front National en faisant cette déclaration. Et d'ailleurs,
il y fait référence dans le discours, pas explicitement, mais implicitement. Donc voilà, il y a un combat politique qu'il mène contre le Front National, c'est très clair, par l'intermédiaire notamment de la défense de la mémoire de la Shoah. Oui, c'est la fin, effectivement, qu'évoquait tout à l'heure Hubert Struck. Sachons tirer des leçons de l'histoire, n'acceptons pas d'être les témoins passifs ou les complices de l'inacceptable. Il y a effectivement cette évocation du Front National. Je me tourne vers vous, Hubert Struck, du coup, pour revenir sur, en effet, ce qu'évoquait Sébastien Ledoux, c'est-à-dire les liens aussi de Jacques Chirac avec le monde juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et peut-être ensuite revenir sur le rôle qu'a joué Christine Albanel, puisque c'est elle qui écrit ce discours pour Jacques Chirac. Complètement. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Sébastien Ledoux parce que vraiment, c'est des choses que j'évoque qui me paraissent très justes et qu'il faut avoir en tête quand on analyse la construction et ce discours. Alors, le lien avec les mondes juifs, il est intéressant. Il y a une forme de concomitance de dates aussi, c'est-à-dire 1977, donc Jacques Chirac est élu à la mairie de Paris, 78, donc c'est le mémorial de la déportation des Juifs de France. 79, c'est la création donc des fils et filles déportés Juifs de France. Donc à ce moment-là, il y a un lien très fort et d'un point de vue de l'historiographie, je dirais de la connaissance de l'historiographie entre Jacques Chirac, sa conseillère et les travaux de Serge Klarsfeld. On a parlé de la référence à Vichy-Auschwitz, tome 1 qui sort en 83 et qui est cité en 86, voilà. Donc, et cette idée déjà que met en avant dans ses travaux Serge Klarsfeld de dire, eh bien, en France, je vais vite dans l'analyse, trois quarts des Juifs n'ont pas été déportés, voilà, et qu'on le doit donc à l'action de Français qui ont choisi de sauver des Juifs de France. Donc, cette idée-là, il progresse avec elle et dans des commémorations, dans des discours qui sont rédigés, on voit très bien que il y a cette référence. Et d'ailleurs, il y a deux noms cités dans le discours du Veldiv en 95, Serge Klarsfeld et Samuel Pisar, le centre d'espoir. Or, Samuel Pisar a contribué aussi à la création du comité français de Yad Vashem en France, qui donc remet ses médailles et diplômes donc au juste. Donc, oui, là, il y a quand même aussi cette dimension-là. Et puis Jacques Chirac a noué, alors pour des raisons qui sont, et que j'ai découvert vraiment dans mon enquête, que je n'avais pas perçu dès le départ, je connaissais son intérêt pour les arts premiers, mais il a un véritable intérêt pour le monde juif et je dirais pour la religiosité et la spiritualité du monde juif, voire j'ai envie de dire, sa branche consistoriale et orthodoxe. Voilà, hein. Et donc, on le voit à travers ses amitiés avec le chef du mouvement Lubavitch, le Rabbi El Pesner, avec le grand rabbin Citruc, qui a été rabbin de France. Il a été formé par le rabbin Jacob Kaplan à Sciences Po. Et il dit souvent, hein, et ça, je crois que ça le marque, parce que quand on relit le discours de Jacques Chirac, au moment de l'inauguration du musée d'art et d'histoire du judaïsme, au moment où il vient en 2005 au mémorial de la Shoah. Moi, j'ai repris tous ces discours pour les analyser. Il est très intéressé par l'idée de la transmission. Et il retient cette phrase de Jacob Kaplan, hein, qui était donc rabbin et qui dispensait des cours à Sciences Po quand Jacques Chirac était étudiant, et qui lui dit, avant de s'installer dans un endroit, les Juifs créent d'abord une école et après une synagogue. Et cette idée de la transmission, et si vous relisez le texte, vous verrez qu'il y a toute l'idée de la transmission du peuple juif. Je pense que c'est un point qui est essentiel et qu'on retrouve dans ses mémoires, on retrouve ça dans les archives, c'est-à-dire que quand on lit ses discours, vous savez très bien qu'en 95, c'est une anecdote, hein, il a été élu notamment avec cette idée de manger des pommes, voilà, et quand il se rend aux États-Unis, il est dans un discours officiel auprès des représentants de la communauté juive et il fait une référence en disant, puisque c'est la fête de la nouvelle année de Rosh Hashanah, et il dit, vous savez on trempe des pommes dans le miel et vous savez que les pommes, moi, m'ont permis aussi de remporter cette élection. Bon, voilà. Donc il y a ce lien fort, mais ne soyons pas dupes aussi, il fait de la politique, Jacques Chirac, c'est-à-dire que il sait que dans la région parisienne, il y a des électeurs, etc. Donc voilà, il y a un mélange de tout ça, mais il y a un véritable intérêt pour cette histoire de la Shoah, pour cette histoire du peuple juif. Et je pense que dans son état d'esprit, pour avoir discuté avec des proches, finalement, le peuple juif, c'est un peuple premier, mais qui est toujours bien vivant. Voilà. Et ça, je crois qu'il y a une forme d'intérêt et de fascination. Et puis, moi, ce à quoi je crois, je réponds à la deuxième partie de votre question, c'est le lien avec Christine Albanel. Voilà.
pas parce qu'elle est toulousaine, vous savez qu'on aurait au moins ce point commun, hein, toutes choses égales par ailleurs, mais Christine Albanel, elle prend la suite d'Alain Juppé pour l'écriture du discours de Jacques Chirac en avril 1982. Et jusque-là, elle avait écrit les discours d'Anémone Giscard d'Estaing. Et donc, c'est elle qui écrit tous les discours durant cette période si cruciale que soulignait Sébastien Ledoux, entre 82 et 95. Et de fait, elle a, voilà, et moi, je vous dirai ce qui me manque dans mes recherches pour arriver à la fin de l'histoire. J'ai envie de dire, si peut-on arriver un jour à la fin de l'histoire, évidemment, c'est que on voit très bien la manière dont elle monte ses discours à chaque fois, l'ombre, la lumière, la collaboration, la résistance, etc., les justes qui apparaissent, et au fur et à mesure, on les voit apparaître. Or, vous savez que le discours du 16 juillet est issu d'une réunion qu'a Jacques Chirac le 4 juillet 95 en présence de Christine Albanel. Et pour avoir rencontré à 2 reprises Christine Albanel et suivi le documentaire L'encombrant Philippe Pétain, euh, quand la réunion se termine, elle lui dit, Jacques Chirac, est-ce qu'il est venu le temps de dire la vérité aux Français? Et il lui dit, écris-le en ce sens. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que, alors oui, on va franchir un cap, et on l'a très bien dit, déjà 86 avait posé des jalons, on va franchir un cap et on va aller au bout des choses, notamment avec l'emploi de ce terme France qui, à la fois, va susciter un intérêt très fort, une reconnaissance, mais aussi incontestablement des polémiques. Voilà. Et je pense que ce lien entre l'auteur des textes et le texte et le discours, qui restera toujours le discours de Jacques Chirac, qui n'est pas, à mon sens, celui de Christine Albanel, mais dont on peut dire, et je termine sur ça, que l'influence durant 13 ans a été forte. Et je rajoute un dernier élément, pardon, je ne veux pas accaparer la parole, évidemment, c'est que euh, ce texte, d'après les entretiens et recherches que j'ai pu faire, n'a pas été relu. C'est-à-dire qu'il a été construit entre Jacques Chirac et Christine Albanel. Dominique de Villepin, qui est secrétaire général de l'Élysée, à ma connaissance, ne le relie pas. Jacques Pillan, le responsable de communication, même chose. Claude Chirac, que j'espère rencontrer prochainement, ne l'aurait pas relu. Là, je suis encore prudent, mais j'ai pas... Et quand j'ai discuté avec Christine Albanel, c'est ce qu'elle me dit. Donc, ils l'ont écrit finalement à deux, voilà. Certainement que la matrice a été construite par Christian Banel, que Jacques Chirac a dû annoter, parce qu'on le voit dans les archives où il annote d'autres discours. Et le problème que l'on a, c'était ça un petit peu le suspense, c'est qu'on n'a pas le travail préparatoire au discours comme tout bon conseiller. Voilà. On n'a pas ce document-là qui nous permettrait de savoir justement où se situe cette phrase de la France dans le discours. Voilà, donc là, c'est un document qui manque. Et l'absence du document, c'est aussi peut-être parce qu'il a été fait finalement entre le 4 et le 16 juillet, assez rapidement, entre deux personnes qui, depuis 13 ans, partageaient totalement la même vision de ce qu'avait été la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, et notamment par rapport à la Shoah. Oui, ce qui est assez frappant d'ailleurs, cette rapidité dont vous venez de parler, avec laquelle le discours a été écrit, le fait, comme on le disait, qu'il n'a pas été capté entièrement, comme si on ne savait pas ou on ne s'attendait pas à ce que ce discours soit si important et marque une telle rupture. Alors justement, pour le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on y vienne à cette question-là. En quoi est-ce que ce discours marque vraiment un tournant, vous l'avez dit au tout début de notre discussion, dans les politiques mémorielles, et comment est-ce que le fait d'impliquer, si ce n'est la France, en tout cas l'État, dans la question de la reconnaissance des crimes qui ont été commis, représente là encore un tournant et ouvre aussi une nouvelle ère, disons, ou une nouvelle voie dans les politiques mémorielles de l'État. Ça fait beaucoup de questions. Sébastien. Alors, je vais essayer de faire court quand même. En fait, vous avez des politiques mémorielles qui sont au service d'un paradigme qui est l'héroïsme. Donc depuis la création finalement des identités nationales au XIXe siècle, je veux dire pas depuis 1944 avec De Gaulle, mais ces politiques du souvenir, comme on disait autrefois, se font au service de la défense de la nation, de la gloire de la nation, hein, on parle d'histoire glorieuse, et pour mettre en avant et rendre hommage avant tout aux héros. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit pour comprendre le tournant du discours du Veldiv, c'est que
en gros, depuis le 19e siècle, hein, depuis même la fin du 18e, depuis la Révolution française. Finalement, vous avez des politiques mémorielles qui se font pour rendre hommage aux héros qui ont soit défendu la nation française, soit permis son embellissement. La panthéonisation répond aussi à ce modèle narratif-là. Victor Hugo et d'autres, hein, donc, sont des individus qui ont servi quelque part la grandeur de la France. Hein. Donc c'est vraiment ce modèle narratif qui est extrêmement dominant et qui est donc repris après 1944 pour rendre hommage aux résistants dans leurs faits d'armes ou rendre hommage à leurs martyrs. Hein, donc il y a aussi la dimension martyrologique qui est extrêmement présente avec les déportés, puisque les déportés sont extrêmement présents dans les années 50, 60, dans les politiques mémorielles. Donc par exemple, la journée de commémoration qui est créée en 1954 est un hommage aux déportés. Mais ce sont les déportés résistants qui ont combattu pour sauver la France. Donc on est sur un martyr, mais on rend hommage à des martyrs qui ont combattu la France, qui ont combattu pour la France et la défense de la France. Donc ce modèle narratif-là dominant, en fait, il prend fin officiellement avec le discours du Veldiv de 1995. Déjà, il y a une première inflexion, j'en ai parlé tout à l'heure en 1986, mais là, en tant que chef de l'État, effectivement, on est dans une reconnaissance déjà d'un hommage aux victimes, à des victimes civiles, à des victimes civiles qui n'ont pas pris la défense de la France forcément, qui ont été exterminés parce qu'ils étaient juifs. Et là, on est dans un modèle narratif qui est tout à fait différent, où on va effectivement avant tout rendre hommage à des victimes de violence de masse. Hein, donc le terme il n'est pas là à ce moment-là, mais enfin c'est ça. Et non seulement on rend hommage à des victimes, mais on a effectivement la reconnaissance de la faute d'un État français, hein, de l'État français. Alors, quand je dis ça, il faut aussi, je suis obligé de le faire parce que comme je travaille aussi sur d'autres objets, il faut dire aussi que c'est quelque chose qui n'est pas que national, c'est vraiment une évolution qui est internationale à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire ce modèle narratif de reconnaissance de crimes, d'exactions, de violences à l'encontre de civils se fait aussi dans d'autres pays. Donc pensez en Amérique latine aux commissions Vérité et Réconciliation. Pensez évidemment en Allemagne où l'Allemagne va vraiment se lancer, et là aussi dans une politique de reconnaissance de la mémoire de la Shoah. Et donc on a vraiment une inflexion de ces narrations nationales qui étaient faites au nom de l'héroïsme des combattants, des résistants, etc., vers plutôt effectivement une reconnaissance des victimes de crimes. Donc ça, c'est vraiment, et c'est le Veldiv, le discours du Veldiv en 95 qui le marque pour la France. Et ensuite, on a des politiques mémoriales qui vont aller vers cette reconnaissance pour d'autres faits comme l'esclavage, comme la guerre d'Algérie, etc. Et ce que vous me disiez aussi en préparant cette rencontre, c'est qu'il y a aussi une histoire de cette mémoire, une histoire de l'oubli de la mémoire de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots rapidement sur le fait que il y a eu avant en fait déjà des politiques ou en tout cas des actions de mémoire Sur le Veldiv. Oui, sur le Veldiv. Alors bon, ça c'est ce que je développe dans mon livre, puisque dans le livre je reprends depuis 1945 la mémoire du Veldiv. En fait, c'est une mémoire qui n'a jamais cessé à partir de la libération, à partir de 1945. Vous avez des commémorations dès 1945 qui se font. Et en 45-46, des commémorations qui sont d'ailleurs importantes, avec des représentants de l'État français, il y a le ministre des Anciens Combattants en 46, avec des dénonciations de Vichy. Donc c'est présent aussi, hein, des dénonciations de Vichy comme justement mettant en œuvre une politique antisémite criminelle. Et puis ensuite, pour faire bref, on a des commémorations qui sont organisées par des associations juives d'anciens déportés pendant des années. Donc, bon, voilà, j'ai envie de citer Henri Boulavko parce qu'il a eu un rôle vraiment extrêmement important pendant des décennies et on le revoit encore en 95. Mais donc, c'est une commémoration qui a existé et qui a eu tendance à être oubliée dans les années 1980. Voilà pourquoi je parlais de l'oubli, parce que dans les années 80, il y a effectivement tout un discours autour de l'oubli de la mémoire de la Shoah. Et donc,
il a fallu faire un peu œuvre d'historien, et donc il faut citer Simon Perregaux, par exemple, qui a fait une thèse sur les commémorations de la Shoah à Paris, dans le monde juif organisé entre 1945 et 1967, et donc, effectivement, qui met bien en avant le fait que ces commémorations ont été au contraire extrêmement nombreuses, extrêmement nombreuses. Et par contre, l'État français n'était pas acteur de ces commémorations. Hein, donc elles étaient effectivement limitées, si je puis dire, au monde juif organisé. Mais il ne faut pas les oublier, parce que vous avez des acteurs qui ont milité, qui se sont engagés pour justement porter le souvenir des persécutions pendant des décennies avant d'arriver en 1995. Vous avez évoqué tout à l'heure, Hubert Struck, les polémiques qui ont suivi le discours. Quelles sont-elles? Quel a été l'impact très immédiat, disons, de ce discours auprès du grand public, auprès du monde politique aussi, de la famille politique de Jacques Chirac lui-même? Vous expliquez dans votre livre qu'il ne reprend pas ensuite cette expression «la France». Est-ce que c'est là-dessus que se cristallisent justement les polémiques liées au discours ou sur d'autres choses? En fait, globalement, le discours en 95 est très bien accueilli, voilà, mais il y a dès le départ un certain nombre de groupes ou d'individus qui vont dénoncer les propos de Jacques Chirac, aussi bien ce que j'appelle les barons du gaullisme, Marie-France Garot, Pierre Juillet, voilà, donc toute une branche du gaullisme qui dénonce cette vision de l'histoire de Jacques Chirac. Il y a évidemment l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, qui déclare alors que Jacques Chirac n'a fait que payer sa dette à la communauté juive de France, voilà. Et puis évidemment ceux qui sont François Mitterrand et ceux qui lui sont restés fidèles, hein, qui n'apprécient pas donc ce discours de reconnaissance. C'est en 95, mais on est quand même dans le sillage de l'élection de Jacques Chirac, après deux tentatives qui n'ont pas fonctionné, après 14 ans de pouvoir de François Mitterrand, donc, et puis une attente très forte, parce que ce qu'on lit dans les courriers reçus par le président de la République, et c'est très touchant, hein, ces gens qui finalement ont vécu cette déportation, où sont les enfants, et qui disent, mais voilà, vous êtes un saint, une très belle lettre où c'est écrit Kol Hakavod, c'est-à-dire c'est écrit en hébreu pour faire de Jacques Chirac une forme de saint, pour avoir reconnu cette blessure qui marquait fortement les mondes juifs. Voilà. Là où ça devient plus polémique, c'est à partir de 97. À partir de 97, il y a là aussi une conjonction de faits, dissolution, bon, on va dire manquée pour Jacques Chirac, le début du procès Papon. Il y a la déclaration de repentance de l'Église catholique à Drancy, et donc il y a une confusion entre ce discours qui est un discours de reconnaissance et l'idée d'une repentance. Et là, ce que l'on voit, c'est que bon nombre de membres de la famille de Jacques Chirac vont cette fois-ci lui demander d'arrêter avec ce type de discours qui tend à une forme de concurrence victimaire. Voilà, c'est-à-dire que ça commence à se jouer ici, et notamment aussi au moment où Jacques Chirac doit remettre le fameux fichier juif au mémorial de la Shoah, est-ce que ça sera ou pas une enclave des Archives nationales. Et à ce moment-là, dans une note d'octobre 97, Christine Albanel lui dit ça serait bien de ne pas répéter la France. Voilà. Une note d'ailleurs qu'avait aussi consulté Laurent Joly dans le Savoir des victimes. Aussi parce que Pierre Messmer, qui va témoigner au procès Papon, dit moi, je dénoncerai le discours de Jacques Chirac. Voilà. Et Jacques Chirac d'ailleurs annote en disant c'est son problème. Il fait ce qu'il veut. Et donc on voit très bien que Jacques Chirac, tout en rappelant la responsabilité de l'État français, dans les discours qui suivent, va toujours utiliser des formules du type la France de Vichy, la France résistante, mais ce terme-là est un terme qui a aussi suscité au sein même de sa famille politique, en particulier à partir de 97, un certain nombre de tensions et en même temps, en contradiction avec ce qui était dit précédemment, c'est que les premiers ministres et présidents qui ont pris la parole au Vel-d'Hiv après Jacques Chirac, eux, se sont tous situés dans les pas du président de la République, donc du 16 juillet 95, justement le félicitant d'avoir trouvé les mots justes pour expliquer le rôle de l'État français durant cette période.
Et comment s'opère alors effectivement ce glissement, Sébastien Ledoux, entre la reconnaissance et cette critique, donc de la repentance ou de la concurrence des politiques mémorielles? Et la dernière question que je voulais vous poser aussi, c'était, parce que c'est un enjeu quand même, qu'est-ce que ça implique aussi en termes de réparation, puisque il parle d'irréparable. Hubert Strauch, vous avez évoqué le procès Papon. Il y a quand même toute cette question aussi du coup de ce que ça engage en fait comme réparation que l'État devrait aux civils victimes de ces actes. Alors, je vais commencer par la fin de votre question. Effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais la reconnaissance du Veldiv, en fait, entraîne une politique dite de réparation. Et là aussi, on est sur un nouveau modèle mémoriel. Hein, c'est vraiment le modèle reconnaissance-réparation. La particularité, c'est, et on en est encore jusqu'à aujourd'hui là, hein, dans ce type de modèle mémoriel aujourd'hui, en France, mais aussi ailleurs. Hein, bon. Mais là, ça se suit très vite, hein, puisque très rapidement, vous avez la mission Matteoli, hein, donc du nom de Jean Matteoli, qui est créée. Et donc, c'est une première étape vers une réparation qui va prendre différentes formes. Il y a des réparations symboliques, il y a des réparations financières. À l'intérieur de la mission Matteoli, Serge Klarsfeld donc, va demander à ce qu'il y ait une indemnisation pour les orphelins juifs qui ont perdu leurs parents dans la Shoah. Donc il va y avoir une politique d'indemnisation financière pour les orphelins juifs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a des réparations, je dirais, symboliques et culturelles et éducatives. Le mémorial de la Shoah où on se trouve est directement associé à cette politique de réparation. Donc, puisque en 2000, il est fondé la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et puis en 2005, donc l'inauguration du mémorial de la Shoah, là où se trouvait déjà, d'ailleurs, évidemment, le mémorial du martyr juif inconnu qui avait été créé en 1956. Hein, donc là aussi, c'est important parce que 2005, on ne part pas de rien. Hein, vous avez déjà en 1956 ce mémorial qui, d'ailleurs, commémorait en juillet la rafle du Veldiv à partir de 1957. Donc, vous avez effectivement une politique de réparation qui se met en place, qui est ouverte par le discours du Veldiv. Et là, alors moi, il me semble quand même, pour en avoir parlé avec Christine Albanel aussi, et puis pour en avoir parlé à Serge Klarsfeld, je trouve, enfin, Serge Klarsfeld est un acteur quand même assez présent depuis les années 1980 dans cette mémoire de la Shoah, que lui, en fait, il est effectivement dans la stratégie de la poursuite des criminels, hein, donc contre l'impunité des criminels, bien sûr. Mais il a une vue beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire qu'il considère, déjà depuis la fin des années 70, c'est très clair, qu'il faut transformer la société française et que la mémoire de la Shoah soit reconnue par l'ensemble des Français. Donc, il y a vraiment cette volonté-là, et c'est pour ça, par exemple, qu'il va écrire en 1982 à tous les éditeurs des manuels d'histoire, des manuels scolaires d'histoire, pour dire, écoutez, vous ne parlez pas suffisamment, un, de la mémoire de la Shoah, deux, de la complicité de Vichy dans justement les persécutions antisémites, et donc il faudrait quand même changer les choses. Et en 83-84, vous avez des manuels scolaires qui vont beaucoup plus en parler. Donc il y a une vision beaucoup plus générale. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, il est aussi présent quand même dans le discours du Veldiv. C'est Christine Albanel, comme ça a été dit tout à l'heure, et Jacques Chirac, hein, donc dans une relation de grande proximité. Mais ce qu'il a pu me dire quand même, c'est qu'il a donné quelques éléments à Jacques Chirac pour construire ce discours. Bon. Donc il n'est pas totalement absent de ce discours du Veldiv, même s'il a été écrit évidemment par Christine Albanel. Mais le fait que, pourquoi je dis ça, c'est le fait qu'il y ait la France, c'est quelque chose qu'il a défendu. Hein, c'est quelque chose aussi que lui-même a défendu. Voilà, et le début de votre question, du coup, je ne me souviens plus. C'était le glissement de la reconnaissance à la repentance. Le glissement, pour faire vite, très très vite, hein, donc vous avez un terme repentance qui est donc effectivement évoqué par les évêques de France en 1997 à Drancy. Hein, donc c'est une demande de pardon en fait, hein, pour la complicité de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Shoah. Et ce terme-là, donc, il est connoté positivement. C'est un terme religieux, hein, la repentance. Hein, c'est une demande de pardon. Et il va effectivement, dans les années 2000, glisser vers une connotation extrêmement péjorative. Et donc tous ceux qui vont être contre
des reconnaissances des fautes de l'État français vont considérer qu'il s'agit de repentance et d'un geste en fait antinational, hein, pour faire vite, je suis obligé de faire vite, mais plutôt du côté d'un geste antinational. Et donc, ce mot de repentance, jusqu'à aujourd'hui, hein, vous l'entendez régulièrement, pour considérer que justement, il faut arrêter de s'excuser pour des fautes commises par l'État français et qu'il faut au contraire célébrer et commémorer des événements glorieux de l'histoire nationale. Voilà. Je vais vous demander à l'un et à l'autre juste un petit mot de conclusion sur peut-être la place qu'occupe ce discours aujourd'hui. Est-ce qu'il fait l'objet d'un consensus politique? Bon, on vient de comprendre que pas totalement quand même. Est-ce que les commémorations de la rafle du Veldiv ont toujours une importance, là encore politique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots là-dessus, Bergstruck? Oui, alors peut-être pour synthétiser, dire que le discours a toujours sa place on va dire, dans les commémorations attendues. Voilà, peut-être cette année un peu plus, on verra, puisque ce sont les 30 ans du discours de Jacques Chirac. Dire que jusqu'à présent, donc, ce qu'a posé Jacques Chirac en 95 a été effectivement repris par les premiers ministres, par les présidents, alors avec des nuances. Nicolas Sarkozy qui n'a pas pris la parole en 2007, Lionel Jospin qui n'a pas dit la France, etc. Mais dans l'ensemble, je dirais, l'armature générale du discours a été conservée, parfois d'ailleurs avec des formules qui ont été elles-mêmes, disons, critiquées. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où tout a été dit sur le Veldiv et qu'il y a une forme de consensus des autorités de l'État par rapport à ce qui est posé en 95, le discours du Veldiv est aussi devenu un moment de faire une forme d'état des lieux, de baromètre de ce qu'est l'antisémitisme en France. Entre 95, où on voit apparaître un antisémitisme qui est, disons, dans la lignée de l'extrême droite, des calembours, des bons mots, etc., et qui est aussi une dénonciation d'ailleurs du racisme et de l'antisémitisme. On voit ensuite apparaître dans les discours suivants, notamment à partir du mi-temps des années 2010, plutôt une forme d'évolution des formes d'antisémitisme qui sont elles-mêmes souvent polémiques sur la question de l'antisionisme, l'antisémitisme, etc. Et ça, on le voit très bien à travers les derniers discours, notamment de 2017 d'Emmanuel Macron. Merci, Sébastien. Je ne vais pas être très original, je vais suivre mon collègue. Hein. Donc, on est effectivement sur un discours qui est devenu un héritage politique et moral repris par les chefs d'État successifs, donc avec quelques nuances, mais malgré tout, il a été vraiment conforté, il a été confirmé, il a été conforté comme presque un patrimoine, je dirais, politique. Hein. Donc, ce discours-là. Et puis, évidemment, avec des fluctuations selon les événements et les enjeux du moment. Et donc, évidemment, sur la question de l'antisémitisme, qui a été cette question toujours présente d'ailleurs dans les discours du Veldiv, quand cette commémoration était organisée par les organisations juives, il était toujours question d'antisémitisme, en fait. Hein. Mais là, évidemment, à l'échelle nationale et à l'échelle d'une politique de lutte contre l'antisémitisme, vous avez un discours qui effectivement prend le pouls de la société française et donc réagit, hein, donc les locuteurs réagissent forcément à ce qui se passe dans la société française et donc notamment l'augmentation actuelle des actes antisémites. Voilà, donc forcément, il est devenu à la fois patrimonial et à la fois, je dirais, il répond à des enjeux du présent. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Emmanuel Macron va faire un discours, je présume. On ne sait pas. D'accord. Ok. Logiquement, ce devrait être François Bayrou. C'est le Premier ministre qui, dans ce cas-là, devrait prendre la parole. Voilà. Okay. Puisque le président donc, a pris la parole en 2022 à Pithiviers, puisqu'il y avait l'inauguration de la gare de Pithiviers à ce moment-là, en 2017. Généralement, les présidents prennent la parole au moment où ils sont élus ou réélus, sauf Jacques Chirac en 2002. Son conseiller Roch-Olivier Metz lui dit de ne pas le faire parce qu'il perdrait toute la force du discours de 95. Mais normalement, c'est le Premier ministre qui est nouvellement nommé qui prend la parole. On verra. Sinon, c'est la ministre des Anciens Combattants, donc Madame Miralles.
Entendu, nous suivrons ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Passer aux questions, si vous avez des questions pour nos invités. Oui, ça a été évoqué. Enfin, une petite remarque. Ce vieux pays, donc c'est pas Villepin qui l'a écrit. Ça aurait été autre chose. Mais vous avez fait remarquer l'avis de Chirac sur Mesmer. Justement, cette vieille garde pompidolienne qui s'était plus retrouvée chez Balladur. Et est-ce que c'est pas aussi un discours interne au mouvement gaulliste ou post-gaulliste qui veut affirmer une autre... vous avez dit manger des pommes. Bon, le clan Balladur, comment a-t-il réagi? C'est ça. Je laisse mon collègue répondre, peut-être, déjà Oui. dans un premier temps. C'est intéressant parce que, d'abord, peut-être dire que le discours n'est pas l'objet d'un thème de la campagne présidentielle de 95. Voilà. C'est-à-dire que Jacques Chirac ne dit pas, moi, si je suis élu, je prendrai la parole et je reconnaîtrai la responsabilité de l'État français. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas eu comment dire, un débat. Il y a Lionel Jospin qui parlait pour François Mitterrand du devoir d'inventaire, voilà. Mais ça n'a pas été l'objet d'un débat politique, d'où aussi, comme c'était souligné au cours des échanges, d'où la surprise. Voilà. Y a-t-il maintenant une forme de clivage par rapport au discours entre baladurien, on va dire, et chiracien? Les critiques que l'on voit apparaître, les plus virulentes en fait, sont ceux qui ont été les plus proches de Jacques Chirac, c'est-à-dire vraiment les barons du gaullisme, Pierre Mesmer, Marie-France Garot. Est-ce que véritablement il y a eu moi je le retrouve pas dans la presse, par exemple, ou les prises de position à l'époque. Est-ce qu'il y a eu une mise à distance par rapport à ce discours d'une partie des gaullistes? Non, mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont soutenu Jacques Chirac en 95, eux, à partir de 97, au moment de la dissolution, se désolidarisent de cette vision un petit peu de l'histoire qu'a Jacques Chirac, c'est-à-dire cette défense un petit peu de l'opprimé dans l'histoire. Hein. C'est quand même quelque chose qui est très important chez Jacques Chirac, voilà. Et on voit très bien Philippe Seguin dans une tribune en 97 demander à Jacques Chirac de ne plus aller dans ce sens, ou bien Denis Tillinac, qui était un très proche corrézien comme lui, qui l'a soutenu et qui s'est progressivement séparé de lui en raison de ses prises de position à cet endroit. Voilà. Je vois plutôt les choses comme ceci que réellement une forme de querelle ou de tension idéologique entre baladuriens et chiraciens. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, mais juste très, très court. Hein. Moi, ce que j'ai cru comprendre quand même à travers les discours et à travers ce qu'en a dit Christine Albanel aussi, qui l'a très très bien connu évidemment, mais c'est une certaine autonomie par rapport à la ligne gaulliste. Chez Jacques Chirac, c'est assez original, c'est-à-dire qu'il a une vision de l'histoire, ça a été dit, mais on pourrait aller même plus loin, un peu assez anti-occidental. C'est-à-dire, il considère qu'effectivement, l'Occident a, soit en interne, donc avec la Shoah, soit en externe, il y a un discours sur les Amérindiens, parle d'extermination, hein, donc on est en 96. Il a un discours très critique envers l'Occident. Et par contre, il est extrêmement fasciné par le Japon, on le sait. Voilà, donc c'est une vision de l'histoire assez particulière de son camp politique, c'est très original. Parce qu'on l'attendrait plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche, cette vision-là. Donc il me semble qu'il y a une certaine autonomie de sa part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, je vais vous donner avec le micro, s'il vous plaît. Moi, c'est simplement un souvenir personnel. J'ai assisté à ce discours quand j'étais très jeune. Ça a été la stupéfaction. Ce discours était très attendu. Mais il y a quand même une stupéfaction
les gens ont été surpris. Et c'est vrai que tous vos commentaires maintenant sont très enrichissants parce qu'on n'a pas senti ça au moment de la cérémonie. Il a fallu du temps pour digérer tout ça. Et c'est vrai que Chirac n'a pas fait la guerre. Et c'est vrai que Chirac était, comme vous dites, corrézien et que beaucoup d'enfants juifs ont été cachés dans ces endroits-là. Donc il y avait aussi une petite forme de reconnaissance. Il y a quelques années, j'ai assisté ici même, en la présence de Christine Albanel, il y avait Alain Juppé, Serge Klarsfeld, et ils revenaient sur le discours. Et je m'en souviens très très bien. Et ils avaient évoqué la réaction de François Mitterrand. Est-ce que vous pourriez revenir sur la réaction de François Mitterrand? Je crois qu'il a appelé Jacques Chirac. Il était même plutôt choqué du discours. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, s'il vous plaît? Merci. Je laisse peut-être Hubert en parler, parce que c'est là aussi, il l'évoque. Oui, alors j'ai dû. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop d'écho dans le. Voilà, parce que j'ai mon ordinateur qui est en train de redémarrer. Bon, voilà, toujours un peu problématique. Alors, juste vous dire que. Je ne peux plus faire ici. Juste vous dire que, en fait, François Mitterrand, les traces que l'on a, c'est notamment dans les écrits de Georges-Marc Benamou, vous savez, qui l'accompagne à la fin de sa vie. Voilà. Et quand on relit ce verbatim, on voit très bien que François Mitterrand n'a pas du tout accepté la déclaration de Jacques Chirac, même si Jacques Chirac ne dit pas à la République. Mais le fait de reconnaître cette responsabilité de l'État français est quelque chose qui, finalement, jusqu'au dernier jour, puisque François Mitterrand meurt en janvier 96, n'est pas passé pour lui, et il est resté donc convaincu, on va dire, que ce régime était nul et non avenu, et qu'il ne pouvait en aucune manière représenter la France. Il y a une question de génération, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc c'est pas du tout la même génération, il n'est pas engagé dans la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment, mais je dirais sans surprise, bon, Mitterrand a tout à fait dénoncé, pour lui c'était incompréhensible, c'était tout à fait incompréhensible, cette reconnaissance-là était incompréhensible, mais voilà, sans surprise, évidemment. Cohérence, hein, pour le coup, chez lui aussi. Alors, j'espère qu'Hubert va revenir. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on t'entend, oui. Ah, très bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, ou Madame? Merci, c'était très très clair. Moi, je suis un petit peu surprise de la solitude finalement de Chirac et du tandem Chirac-Christine Albanel, parce qu'en fait, dans son camp, il n'a que peu de soutien, même si ce discours a eu une postérité extraordinaire, parce que, comme vous l'avez bien exprimé, voilà, les autorités publiques françaises l'ont repris peu ou prou ensuite à chaque fois. Non. Mais voilà, dans son camp, il semblait vraiment très, très seul. Et juste une petite question concomitante. Comment vous expliquez que cette mémoire-là est infusée quand même largement dans la société française, qui ait dépassé même le monde juif, enfin... Alors, la deuxième question, il va falloir une heure. La première question, bon, il y avait quand même d'autres personnalités à droite. Simone Veil est quand même une figure omniprésente à ce moment-là pour défendre la mémoire de la Shoah et donc assez proche politiquement. Sur le plan politique, vous avez un autre acteur qui a beaucoup joué aussi, qui a joué un rôle très important, c'est Michel Noir. Et vous avez justement des discussions en 86-88 assez tendues entre Simone Veil, Michel Noir, avant 86 et après,
sur la question de l'alliance électorale ou pas avec le FN. Ça s'est posé, hein, donc dans certaines régions, dans certains lieux. Et vous avez deux personnes qui montent au front, c'est Simone Veil et Michel Noir, pour dire jamais, jamais s'associer avec le Front National. D'autant plus quand effectivement Jean-Marie Le Pen va exprimer ses doutes et minimiser la Shoah. Donc il n'est pas, je ne dirais pas qu'il est tout à fait seul. Je trouve qu'il est assez original dans sa vision de l'histoire, mais il n'est pas non plus tout à fait seul pour défendre la mémoire de la Shoah dans son camp politique. Pour la deuxième question, elle est immense. J'essaie de décrire dans le livre en fait cette évolution-là où le Veldiv, mais aussi la mémoire de la Shoah, en fait, commence à sortir du monde juif organisé, puis du monde juif au fur et à mesure, à la fois d'enjeux dans les années 60-70, à la fois en termes d'enjeux, hein, sur Vichy, sur la question de Vichy, mais aussi sur la reconnaissance justement de ce crime. Antisémite, sur la question de l'antisémitisme, ne serait-ce que ça, en fait, l'évolution de la question de l'antisémitisme qui touche beaucoup moins dans les années 50-60, je dirais, le reste de la société française, que dans les années 70-80, où là, c'est une question qui préoccupe de plus en plus de personnes. Voilà, donc il y a ces dimensions-là, des identités particulières spécifiques qui sont aussi en train, dans les années 70 aussi, de s'exprimer et d'être reconnus. Hein, donc dans ces identités-là qui concernent la société française, vous avez les identités régionales, mais l'identité juive est perçue et mieux perçue que dans les années précédentes. Donc il y a aussi ce rapport-là au monde juif qui change dans la société française. Et pour finir, les années 1980, vous avez des productions cinématographiques, enfin, vous avez aussi télévisuelles, hein, production télévisuelle évidemment avec Holocauste à la fin des années 70. Donc vous avez des médias de masse, si je puis dire, qui vont aussi favoriser ce changement de regard sur la Shoah. Et puis évidemment Lanzmann, donc Shoah en 85, mais en 1987 surtout. Si Jacques Chirac parle de la Shoah dans son discours du Veldiv, le mot vient directement du film Shoah de Lanzmann, hein, et s'impose à la fin des années 80. Donc 87, c'est la première diffusion à la télévision, c'est énormément vu. Donc voilà, vous avez vraiment des créations cinématographiques, des créations audiovisuelles, littéraires aussi bien sûr. Tout ça s'est fait très progressivement pour que effectivement cette histoire sorte du monde juif. Entre les années, je dirais, 60, 70, 80. Ça s'est fait de façon très évolutive. Il n'y a jamais de rupture, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un événement déclenchant. C'est très progressif. Eh bien, Hubert, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... Non, mais peut-être en un mot, et ça rejoindra ce qui a été dit, c'est que je suis pas sûr effectivement que Jacques Chirac ait été seul. Il y avait Michel Noir, il y avait François Léotard à l'époque. Il y avait quand même toute une droite qui avait décidé de ne faire aucune concession à l'extrême droite. Je crois que ça compte. Michel Noir, c'est quand même celui qui dit mieux vaut perdre des élections que de perdre son âme. Et donc il y a quand même là, de ce point de vue, il y avait toute une droite. Alors peut-être pas la droite. Mais on l'a dit, il est atypique, Jacques Chirac, dans son gaullisme, voilà. Pas la droite à laquelle on pourrait s'attendre, mais il y avait quand même derrière lui des personnes qui pouvaient le soutenir. Et puis ce que je crois aussi, c'est à travers ce qu'a dit Sébastien Ledoux, il y a toute cette production artistique, culturelle, le champ politique où on parle de la Shoah. Et puis il y a cette idée qu'il y a quand même dorénavant une menace vis-à-vis de l'antisémitisme. Même si les taux ou actes antisémites n'ont rien à voir avec aujourd'hui, c'est quand même cette crainte vis-à-vis du Front National, c'est tous les groupes qui se créent, le manifeste contre le Front National, Ralfront, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une forme de conscience dans la société que l'antisémitisme peut être de retour. Voilà. Et que finalement, c'est en posant la question des responsabilités et de la Shoah dans une société qu'alors on pourra, on l'espère, hein, et ce serait peut-être là une perspective, on pourrait faire chuter l'antisémitisme. Voilà.
Juste pour préciser, parce qu'il y a un événement dont on n'a pas parlé et qui me semble très important et qui est un très bon indicateur de la sensibilité justement sur, je dirais, la question juive et l'antisémitisme. C'est la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990 et surtout le mouvement qui s'est créé ensuite avec près d'1 million de personnes dans les rues. Et ça, c'est un très bon indicateur justement à la fois du lien entre, parce que beaucoup de gens ont interpellé, les acteurs politiques ont évoqué tout de suite, en fait, spontanément, la Shoah à travers cet événement-là. Et donc, c'est un très bon indicateur de cette sensibilité qui est là à ce moment-là, en 1990. Donc ça aussi, c'est l'un des jalons, en fait, dans cette histoire du discours du Veldiv, il me semble. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, Hubert. On peut les applaudir, oui. Et à Aïda, merci beaucoup aussi.